Le féminisme est associé à la haine des hommes et au rejet des hommes de la même façon qu'ils nous détestent. Et en fait, ils ont terriblement peur qu'on les traite de la même façon dont ils nous traitent eux. Sauf que ce n'est pas possible parce que le système ne nous permettra jamais d'être sur un point d'égalité par rapport à cette violence qu'on vit nous tous les jours. Et tant mieux parce que c'est pas ce qu'on recherche en réalité. Au bout d'un moment, à force de se prendre sans arrêt ce cliché dans la tronche, ah ouais, vous voulez qu'on vous déteste ? Eh ben on va vous détester alors. De toute façon, vous ne voulez pas entendre ce qu'on essaye de dire gentiment. On va gueuler comme ça, vous allez avoir raison. Ah regardez, elles sont hystériques, elles gueulent tout le temps. AVS avec Philippe Robichon. AVS, à votre santé sexuelle tous les mardis avec Nadia El Bouga. Bonjour Nadia. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes vénère un peu ce matin. Ah, la vénéritude, c'est contagieux. Vous êtes vénère ce matin. Ouais, je suis chouïa vénère. Je suis bien chouïa, non, bzef. Bzef vénère. Vénère. Bon, on devait inviter Jack Parker aujourd'hui, mais il a changé d'identité. Non, mais il n'est pas mort, Non, Jack Parker n'est pas là, puisque notre invité s'appelle Taous Merakchi. Comment ça va ? Ça va très bien, merci. Portez le nom de votre arrière-grand-mère. Le prénom de votre arrière-grand-mère. Le prénom, ouais, oui, de mon arrière-grand-mère, c'est ça. Et ça veut dire ? Le pan. Le pan. Voilà, vous racontez qu'à 6 ans, vous avez déjà honte de votre prénom et de votre nom. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous êtes réconcilié avec ce prénom ? Oui. Aujourd'hui, j'en suis fière et je suis vraiment heureuse de le dire à voix haute, en articulant bien à chaque fois, même si ça m'expose toujours à des réactions qui sont parfois un peu puériles, mais je suis plus armée pour les accueillir maintenant. Donc vous expliquez, non, mais c'est quoi ton vrai prénom ? Oui, voilà. Ou alors, c'est pas un prénom, ça. Ça, c'est vraiment le plus insultant, je crois. C'est pas un prénom. Ah bon, d'accord. Ok, ouais. Bah, pardon, institution des prénoms, apparemment, je ne se rends pas dans la liste. C'est très, très vexant. Mais d'où vient que vous n'étiez pas très confort avec votre identité à une époque de votre vie ? En fait, c'est difficile à c'est comme je le dis dans mon livre, en fait, je me souviens pas pourquoi à 6 ans j'en avais honte. Je sais pas si c'est parce que la sonorité faisait rire les gens, je sais pas si c'est parce que j'avais déjà conscience que c'était maghrébin et que je m'exposais au racisme. Je sais pas à quel moment c'est né, je sais juste que la honte de mon identité est née très tôt et que j'ai mis beaucoup de temps à m'en dépêtrer entre la honte de mes origines, la honte de mon genre et la honte de mon genre couplée à mes origines. Parce que être une femme, être maghrébine, être une femme maghrébine, c'est 3 choses différentes. Et en plus du fait d'être métisse sans arrêt, avoir des gens qui nous disent bah du coup t'es plus ci ou t'es plus ça, comme si on me demandait si je préférais mon père ou ma mère. Bon, dans mon cas c'est facile, je préfère ma mère, mais alors il faut expliquer. Là, on a 1 heure pour expliquer, mais honte de la classe sociale aussi. Honte de la classe sociale, rajouter, exactement. Parce que c'est vrai que j'ai développé ce que j'appelle aujourd'hui le complexe du prolo. C'est que j'ai toujours l'impression d'être de la classe ouvrière. J'ai l'impression d'être la pauvre, la Cendrillon partout où je vais. Et comme j'ai grandi dans un environnement, j'ai grandi dans le 12e derrière le marché d'Aligre dans les années 90, 2000, donc en vrai c'était vraiment bobo déjà. Sauf que moi j'étais en dessous et donc j'étais exposée à beaucoup de gens qui avaient des grands immeubles avec des grands appartements avec moulures au plafond, qui avaient d'herbe, voilà, vers le square. Voilà. Et moi j'étais rue de Côte à l'époque, c'était pas du tout ce que c'est aujourd'hui. et clairement j'étais toujours la pauvre et l'arabe de service et je me suis pris beaucoup dans la figure, même si les gens n'avaient pas forcément conscience, même si moi j'étais pas capable de le verbaliser non plus à l'époque. Et je me suis construite là-dessus et ça a été très difficile de me sortir de tout ça. Et encore aujourd'hui, j'ai des réflexes il faut que je me comporte bien parce que sinon, si j'ai un mauvais comportement, on va dire que c'est parce que je suis maghrébine. C'est toujours ce fameux étendard qu'on nous fait porter où il faut, au nom de ce qu'on représenterait, finalement toujours être gentil, intelligente. Ouais, mais c'est pour ça, dès qu'il y a un terroriste qui se revendique de l'islam qui fait quelque chose, on demande toujours aux musulmans de France de se distancier et de s'excuser et de dire moi je ne fais pas partie de cela, alors que c'est lui qui fait pas partie de nous, c'est lui qui est en dehors de la norme. Mais bon, voilà, c'est toujours se battre contre ces choses-là. Et en même temps, encore une fois, du fait d'être métisse et que ma mère est née en France, elle n'a pas appris le kabyle et elle n'a pas été élevée dans la foi musulmane, donc ça fait déjà 2 générations que j'ai pris mes distances, moi, avec ces identités-là, qu'on me renvoie quand même. Et que du coup, c'est pas moi, mais en même temps, je me sens forcée de les défendre quand même parce que c'est mes racines et que c'est mes convictions. Enfin, c'est pas le cul entre 2 chaises, c'est vraiment juste au milieu de l'allée du bus et de pas savoir où m'asseoir. Bien, c'est pour ça que vous avez créé votre double littéraire. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça un double littéraire. Oui, c'est ça. Jack Parker. Exactement, c'est pour ça. C'est parce que je ne voulais pas qu'on juge ce que j'écrivais à l'époque quand on ne me connaissait pas, qu'on ne connaissait pas mon visage, en fonction de mon genre, de mes origines, et les deux mélangés ensemble, encore une fois. Et puis, en fait, à force, je me suis rendu compte que c'était presque une responsabilité envers
mes convictions et les personnes que je représente, de justement me représenter très honnêtement en tant que Taous Merakchi, pour qu'il y ait des gens qui puissent grandir en se disant voilà, on peut s'appeler Taous Merakchi et faire ça. Et il n'y a pas à en avoir honte, il n'y a pas à se cacher, et on peut quand même réussir, c'est pas un frein dans la vie, au contraire, ça fait partie de mon identité, je me suis construite avec, et aujourd'hui j'en suis fière, mais ça a été très difficile. A posteriori, oui, ouais. Comme George Sand. Voilà. Exactement. Est-ce qu'on l'aurait lu, est-ce qu'on l'aurait considéré si ce n'était pas George Voilà, exactement. Affiché sur la couverture. C'est comme Yasmina Khadra. Ah, vous me cherchez, vous me trouvez. Il y a combien ? Oui, mais bon, il y a combien de. C'est comme Yasmina Khadra, on va pas compter. On vous cherche, je vous recherche de nouveau. Statistiquement, il y a combien d'hommes finalement qui prennent un pseudo féminin versus de femmes qui sont obligées de se cacher derrière un pseudo masculin pour pouvoir exister, ne serait-ce que d'être déjà lu et considéré. Ah, Morante, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Bon, c'est vrai. On ne sait pas. Hein. C'est vrai. On ne sait pas. Et elle a vendu des millions de livres. Hein. Oui. Où il a vendu des millions de livres. Elle. Oui, elle. Non, on pense que c'est un couple. Ah ouais ? Ouais. Que ça pourrait être un couple. Bon, bien. Alors, vous êtes là, Taous, pour parler de Vénère aux éditions Flammarion. Pourquoi votre livre ne s'est-il pas appelé « Je suis le feu qui dévorera le monde » ou « Les raisons de ma colère » que j'aimais, si pour ceux qui ont la référence, beaucoup. Ouais, j'aimais beaucoup aussi. Mais en fait, j'ai fait des recherches et je me suis rendu compte qu'il y avait déjà d'autres livres qui portaient ce titre, et notamment un essai avec un petit fond islamophobe, justement. Je suis non, du coup, non. je vais pas m'associer à ça. Non, mais Vénère, c'est de son temps. Mais voilà, et en fait, j'ai eu une illumination pendant que je l'écrivais, que j'arrêtais pas d'avoir cette question en fond de comment je vais l'appeler, ce livre, parce que je suis nulle en titre en plus. Je sais jamais trouver les titres de mes œuvres ou de mes articles. Et à force de parler avec mon mec et mes amis du contexte dans lequel je l'écrivais, et à force de répéter sans arrêt, franchement ça me vénère, j'en ai marre, je suis vénère, voilà. Et, bah oui, en fait, tout simplement parce que c'est le mot qui illustre ma colère telle que je la vois, qui est donc une colère qui n'a pas de Parce que c'est filtre. un livre sur la colère, faut expliquer. Oui, voilà, c'est un livre sur la colère, et sur la colère féminine, et le fait d'être une femme en colère dans un monde d'hommes, c'est le sous-titre, et c'est mon expérience en tant que femme en colère. Et Vénère, voilà, c'est une colère qui est spontanée, qui n'est pas réfléchie, qui est juste ressentie, c'est un ras-le-bol, c'est à fleur de peau, c'est juste ce que je ressens, voilà, c'est brut, c'est ce que je ressens tous les jours, et j'ai essayé au début d'écrire un truc très littéraire, très intellectuel, avec un truc un peu genre la colère à travers les âges. Et en fait, non, ça marchait pas du tout, parce que je revenais sans arrêt à ce qui, moi, m'énerve au quotidien et qui me bouffe. Et j'avais pas envie de parler de la colère sous un point de vue je sais pas moi, d'une personne qui vivait dans la Grèce antique. Ça m'intéressait pas. Je voulais juste parler de cette colère d'aujourd'hui que je ressens et que je vois de plus en plus auprès de plein de personnes qui me ressemblent. Et voilà ce que ça a donné. Quand on a enlevé le filtre, quand mon éditeur m'a dit non mais en fait écris de ton point de vue, écris ton truc, parle de toi et on verra après, bah voilà ce que ça a donné. Comment cette colère que vous exprimez assez fluidement, verbalement, elle passe à l'écrit? Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir si vous arriviez à bien traduire ce flot avec les bons mots? Bah ouais, je me suis beaucoup posé de questions, et voilà, je voulais pas la trahir, et en même temps je voulais y mettre les formes un peu quand même, parce qu'il faut que ce soit agréable à lire. Et au final, les gens qui le lisent aujourd'hui me disent, quand je le lis, j'entends ta voix dans ma tête, parce que j'écris comme je parle, en mettant un peu plus les formes évidemment. Et il y a des passages où c'est très littéraire, où je mets des métaphores, où j'essaye de donner une image un peu mythologique à cette colère, et il y en a d'autres où c'est juste brut, avec beaucoup d'insultes et beaucoup de gros mots, mais c'est parce que c'est qui je suis aussi, il y a même des mots que moi je comprends pas, je suis obligé de googler. C'est bien. Non, mais vous dites que vous avez fait vraiment une recherche au niveau des mots, hein, dans votre texte, donc, et vous avez voulu vous assurer d'employer les bons mots. Oui. Hein, et les bons concepts. C'est ça. Il y a aussi des concepts. Parce que vraiment, je cherchais constamment à l'intérieur de moi à quoi ça ressemblait, chaque colère que je ressentais, chaque moment, chaque expérience que j'ai vécue. J'essayais de la visualiser pour proposer les bons mots dessus, et en fait, ça a donné ce mélange d'envolée littéraire d'un côté et de diatribe très, très vitriolée derrière. Alors, je m'arrête rarement sur les dédicaces des livres, mais la vôtre m'a interpellé. Ouais. D'abord parce qu'elle est longue, et que là, j'ai pas compris tous les mots quand même. Mais déjà en fait d'emblée, oui. C'est parce que Nadia, vous avez compris tous les mots, vous. Non, j'ai pas du tout compris tous les mots non plus. Moi, j'ai compris mon stress. Ouais.
Oui, j'ai pas compris tous les mots. J'ai effectivement moi aussi googlé. Mais je trouve quand on a déjà lu Taous, qu'en fait, sa dédicace en fait la représente complètement, parce que d'emblée, c'est un avant-goût, c'est une mise en bouche de son monde. Sa dédicace. Voilà. Alors effectivement, elle dédie son livre. On le dira après la pub. Oui, tout à fait. Voilà, on dira la dédicace après la pub, parce qu'on va pas tout dire tout de suite, puisque vous êtes vénère avec nous, Taous, jusqu'à 10h, donc on a un peu de temps. Pourquoi ce livre ? Parce que tous les auteurs disent oui, ce livre est super important pour moi. C'est quelque chose qu'on entend à chaque sortie de livre. Mais pour vous, pourquoi ce texte, il revêt une importance aussi importante ? Aussi viscéral. Ouais, pour le coup, c'est vrai que viscéral est bien. Ouais, voilà, c'est ça, c'est viscéral, c'est exactement ça. Et pour le coup, vraiment, c'est le livre le plus important que j'ai écrit pour l'instant. On verra pour le prochain. Mais c'est parce que c'est le plus personnel, c'est celui qui me met le plus en danger, celui qui m'expose le plus, celui où je me censure le moins aussi, et où je brosse le moins de gens possible dans le sens du poil. Et donc je risque de me faire des ennemis, je le sais. Et c'est ce que je dis. Pourquoi c'est important pour vous, ça, de vous faire des amis ou des ennemis ? Non, c'est important de savoir ce que je risque quand je fais quelque chose. Et donc de savoir que je risque de me faire des ennemis et d'y aller en connaissance de cause et pas d'être surprise d'un coup que tout le monde me tourne le dos. Donc j'y suis allée en sachant ça. J'ai fait des crises d'angoisse pendant que j'écrivais ce texte en me disant je vais me faire démolir, je vais me faire harceler, je vais me faire éclater par... si Nadia n'était pas là, je vous aurais démoli. Elle m'a calmé tellement j'étais vénère. Dit-elle en bon... Dit-elle. Ça vient. Alors vraiment, je pars à votre. Vous voyez, je parle déjà d'emblée à votre part féminine. Vous avez sorti la part de féminine en moi. Voilà. Vraiment, là, je pouvais pas faire un meilleur lapsus. Dit-il en tant que bon pacifiste. mais dit-elle. Allez, comme ça, on est tranquille. Mais c'est vrai qu'on l'a pas lu tous les deux du même point de vue. Mais c'est normal. Et c'est ça qui est intéressant, de voir que on est souvent d'accord sur les livres. Mais là, on n'a pas eu forcément les mêmes points de vue sur votre livre. Voilà, et Taous Merachi est notre invité aujourd'hui pour parler de Vénère. Et le sous-titre est aussi important que le titre de votre livre, est Une femme en colère dans un monde d'hommes, aux éditions Flammarion. On parlait de la dédicace tout à l'heure. Qui c'est qui l'a lu ? C'est la dédicace de ce livre, Nadia ou Taous ? Moi je laisse lire. Je sais pas si ça, Nadia. Alors, je la lis en entier. Ouais. C'est pour ça. Ouais. Et avec... Voilà. Faut que ça vienne de là. D'accord. Ce livre est dédié aux harpies, aux gorgones, aux ogresses, aux monstresses, aux hystériques, aux camionneuses, aux folles alliées, aux mal baisées, aux chiennes enragées, aux difficiles, aux frigides, aux frustrés, aux racailles, aux garces, aux mégères, aux nunuches, aux chochottes, aux capricieuses, aux femmes fatales, aux veuves noires, aux mantes religieuses, aux marâtres, aux connasses, aux grognasses, aux aigris, aux vénales, aux laidronnes, aux garçons manqués, aux vieilles sorcières, aux misandres, aux rabat-joie, aux bourrines, aux dramaturges, aux névrosés, aux divas, aux hormonales, aux disgracieuses, aux vulgaires, aux grossières, aux vicieuses et aux castratrices. Je voudrais qu'on s'arrête, si vous êtes d'accord, Nadia et Taous, sur un mot, les misandres. Ouais. Bon, qu'est-ce que c'est que la misandrie pour vous ? Pour moi, Non, parce que parfois on confond ce mot avec ce que ce n'est pas. Donc, oui. Qu'est-ce que c'est que la misandrie ? Alors la misandrie, c'est ce qu'on a donné comme nom à l'inverse de la misogynie. C'est donc, en gros, c'est difficile à... Enfin, c'est tellement... Pardon, c'est juste que ça correspond tellement pas à la réalité des choses que je trouve ça drôle, en fait. Et c'est un clin d'œil d'avoir utilisé misandre, parce que pour moi, la misandrie, ça peut pas être mis en opposition à la misogynie qui tue, alors que la misandrie n'a jamais tué personne, jusqu'à preuve du contraire. La misogynie, c'est systémique. La misandrie, c'est une blague entre militantes, et c'est juste se couper de la compagnie des hommes de temps en temps pour notre santé mentale, parce qu'en fait, on n'en peut plus. Et c'est ces histoires de non-mixité où qu'on nous renvoie dans la tronche sans arrêt, alors que ça fait des millénaires qu'ils sont en non-mixité, que ça dérange personne. Mais c'est intéressant, vraiment, c'est intéressant ce que vous dites et le questionnement de Philippe, parce qu'effectivement, misandrie, dans la bouche
d'un mâle alpha qui est bien installé dans ce monde viriarcal et patriarcal, dirait que c'est la lesbienne mal baisée. C'est ce qui revient dans l'imaginaire. Déjà, vous me prévenez avant, je mets des bips. Oui, non. On a invité une auteure qui parle de mal baisé. Donc voilà, moi je reprends les mots de Taous et je les assume, mais ils sont très bien placés là où il faut. Justement, c'est chargé de vénéritude. Et en fait, voilà, dans l'imaginaire collectif, en fait, même pas imaginaire d'ailleurs, même dans les définitions qu'on peut trouver à certains endroits, la représentation en fait de la misandre, c'est ça. Et que, en fait, c'est forcément que le féminisme est associé à la haine des hommes et au rejet des hommes de la même façon qu'ils nous détestent. Et en fait, ils ont terriblement peur qu'on les traite de la même façon dont ils nous traitent eux. Sauf que ce n'est pas possible parce que le système ne nous permettra jamais d'être sur un point d'égalité par rapport à cette violence qu'on vit nous tous les jours. Et tant mieux, parce que c'est pas ce qu'on recherche en réalité. C'est vraiment, ça n'a jamais été ce qu'on recherche. Et c'est juste qu'au bout d'un moment, à force de se prendre sans arrêt ce cliché dans la tronche, ah ouais, vous voulez qu'on vous déteste ? Eh ben, on va vous détester alors. On va tenter comme ça, on va voir si là on se fait mieux entendre. Si vraiment, de toute façon, vous ne voulez pas entendre ce qu'on essaye de dire gentiment, bah, on va gueuler comme ça, vous allez avoir raison. Ah, regardez, elles sont hystériques, elles gueulent tout le temps. Hystérique, alors un autre mot. Hystérique. Ouais, ça c'est pareil, c'est depuis l'Antiquité qu'on nous sert hystérique à toutes les sauces parce que tous les troubles... Alors ça voulait pas forcément la même chose, hystérique. Non, mais c'était tous les troubles féminins qu'on savait pas expliquer, on expliquait que c'était parce que c'était l'utérus qui se promenait dans le corps à la recherche d'un enfant. C'est né de ça. Fécondez-moi. Voilà, c'est vraiment né de ça. Ils pensaient que l'utérus était un animal, c'était un être avec une conscience qui cherchait un bébé et qui, quand on ne le trouvait pas, devenait taré et donc allait se promener dans le corps et rendait la femme folle. C'était vraiment, on nous ramenait déjà à cette fonction-là et forcément, quand on a une émotion qui déborde un peu de la norme, c'est forcément parce qu'on est une femme. C'est forcément parce qu'on a un problème qui est lié à notre féminité. Et c'est forcément... dans certains cas, parce que voilà, on est frustré de ne pas avoir d'enfant, on est frustré d'être mal baisé, on est frustré d'être seul, on est frustré de ceci, cela. Frustré, elle est frustrée. Aussi, on sait que c'est un vocable qui revient souvent pour expliquer un comportement, elle est frustrée. C'est ça. Alors que quand un homme a des comportements qui sont problématiques, on va les expliquer par sa masculinité, mais de façon vachement plus valorisante. Ça va être parce que tu comprends, lui il est sanguin, lui il est comme ça, il est impulsif. Ah bah oui, mais c'est un homme, c'est normal. Ah oui, d'accord. Bon, bah dans ce cas... Lui, il a le droit de mettre une patate dans le placo quand il est énervé. Et moi, si je tape du poing en disant en fait, arrêtez de me traiter comme ça, on va dire oh, calmez-vous, vous êtes hystérique. Bah non, c'est pas juste. Alors vous avez, et vous l'expliquez dans votre livre, souffert d'anxiété sociale. Qu'est-ce que c'est que ce syndrome d'anxiété sociale ? C'est ne pas réussir à évoluer normalement dans des contextes qui peuvent être juste prendre un bar dans un verre, ouais, exactement, un verre dans un bar. Ça marche dans les deux sens, mais ça n'a pas la même signification. Au même stade. Au bout d'un moment. Voilà, c'est ça. Mais oui, voilà, c'est juste être dans des situations sociales qui sont normales et dans lesquelles on se sent anxieux parce qu'on est toujours en train de surveiller ce qu'on dit, comment on le dit, à qui on parle, on se sent agressé de partout parce qu'il y a du bruit, qu'il faut respecter les codes et qu'on ne sait pas comment les respecter, qu'on ne sait pas comment on va être vu, comment on va être perçu, comment on va être jugé. Et moi, c'est comme ça que ça s'est manifesté chez moi, mais ça se manifeste différemment chez d'autres personnes. Et c'est juste que j'avais tellement conscience d'être un être humain dans le monde et que du coup, je m'exposais à des jugements et que chaque acte que j'allais commettre, chaque parole que j'allais dire allait refléter quelque chose de moi. Ça me paralysait. Je sais pas comment je vais être perçue, je veux pas être perçue, laissez-moi tranquille. Donc voilà, ça a été très très dur, mais c'est encore une fois lié à tous mes problèmes d'identité, à toute la honte que j'ai pu ressentir par rapport à qui je suis, ce que je ressens, ce que je pense, etc. Et ça a été très difficile d'exister simplement sans me poser 10 000 questions à chaque fois que je respirais, quoi. Alors c'est très intéressant parce qu'en fait quand on parle, et ça c'est ce que je dis souvent, quand on parle de ce qu'on étiquette comme une pathologie, il faut toujours se remettre dans le cadre en fait social. Parce que finalement, qui sont les fous, qui sont les normaux, il y a un système social qui est installé avec des codes et de telle manière que finalement les personnes qui s'en extraient ou qui ne répondent pas à ces codes ou qui les rejettent sont considérées finalement comme anormaux. N'est-ce pas le système qui est anormal ? C'est une vraie question de fond. Et pas ceux qui s'en extraient. Je laisse le silence derrière. C'est très radiophonique. Mais je vous laisse poser c'est juste une la proposition question. De changement de point de vue. C'est, vous savez, voilà, j'aime
qu'on puisse se placer sous différents angles pour voir les choses. J'en parle pour les pratiques sexuelles, vous le savez, mais c'est valable aussi pour tout ce qui est étiqueté comme psychopathologique finalement. Où est le normal ? Qu'est-ce que la normalité ? Vous vous interrogez, Taous, sur les origines de votre colère. Vous vous demandez même si vous n'êtes pas né en colère. Mais pourtant, à l'adolescence, vous avez ce que vous appelez une colère joyeuse. Qu'est-ce qui fait que votre colère, qui était joyeuse quand vous aviez avant 17 ans avec vos potes devant l'Opéra Bastille, se soit transformée en quelque chose d'un peu moins joyeux ? Parce que cette période-là, c'était une bulle et que vraiment, j'étais isolée de tout le reste. Le reste du temps, c'était vraiment la seule fois où je me confrontais à mes congénères et on était dans cette bulle, dans ce clan où on laissait personne rentrer et on sortait pas de cette bulle, on était juste entre nous. Et en fait, après, ce qui est arrivé, c'est la vraie vie. C'est circuler dans l'espace public, c'est rentrer dans le monde du travail, même reprendre une scolarité, c'est relationner avec des hommes de façon intime, c'est toutes ces choses-là, c'est me confronter au monde réel et au quotidien, à la norme, encore une fois. Et là, en fait, ce qu'on a vécu, c'était une espèce de lune de miel qui a duré 1 an et demi, pendant laquelle on a pu ignorer la réalité du monde. Et c'était merveilleux, c'était un privilège énorme. Et en même temps, à partir du moment où ça a commencé à se fracasser, on s'est tous cassé la gueule, ça a été des dominos, parce que on s'est tous fait rattraper par la réalité, chacun de notre âge. L'adolescence, c'est pas la réalité ? C'est la réalité poussée à l'extrême, mais dans tous ces extrêmes. C'est-à-dire qu'il y a l'extrême utopie, l'extrême dystopie, il y a l'extrême isolation, l'extrême exposition, il y a plein de choses qui se mélangent dans l'adolescence, et c'est pour ça que je suis fascinée par cette période, parce qu'en plus elle est tellement pas prise au sérieux. Quand on est adolescent et qu'on a mal, on n'est pas pris au sérieux, on nous dit toujours c'est normal, c'est l'adolescence, ça va passer, tu verras, tu auras des vrais problèmes plus tard. Mais c'est des vrais problèmes en fait, parce que j'ai jamais connu rien d'autre, je peux pas comparer à quoi que ce soit d'autre. Et en fait, moi j'ai vachement souffert quand j'étais ado de ce manque de légitimité de mes émotions, où je voulais juste qu'on me dise ok, c'est pas toute ta vie, c'est normal que tu ressentes les choses fois 1000, ça va changer, enfin qu'on me dise la réalité, mais qu'on n'invalide pas pour autant ce que j'étais en train de ressentir, parce que quand on est adolescent, on ressent tout tellement fort, ça donne le tournis, c'est horrible comme sensation, et on se sent seul, quoi. On se sent terriblement seul. Il y a une personne qui n'a pas invalidé ce que vous êtes en train d'exprimer là. Ma mère. Oui. Ma chère mère. Mon pilier, ma bouée dans l'océan. Heureusement, j'ai eu la chance d'avoir une mère assez extraordinaire. Votre mère, elle vous a jamais dit secoue-toi, sors de ta chambre Si, bien sûr que si. Oui, quand même. Il a fallu, surtout à un moment. Mais sans invalider votre vécu. C'est ça. Et elle a toujours fait en sorte de me laisser faire. Alors, j'ai eu un chemin qui était chaotique du coup, mais elle essayait de m'aiguiller comme elle pouvait, sans me forcer à rentrer dans un truc dans lequel je n'arrivais pas à rentrer. Et au bout d'un moment, quand ça durait trop longtemps et que je me laissais trop glisser, elle venait me rattraper en me disant bon, là ça suffit, tu vas te secouer un peu, je suis quand même derrière toi, il n'y a pas de problème. Mais elle essayait de mettre un cadre quand même, parce que sinon je me serais complètement perdue, quoi. Alors Nadia El Bouga, vous vouliez partager avec nous le nouveau livre de Taous Merachi qui est avec nous, qui s'appelle Vénère, aux éditions. C'est une tuerie, ce livre. Flammarion, être une femme en colère dans un monde d'hommes. On parlait tout à l'heure des dédicaces, mais on peut parler aussi de la couverture, parce qu'elle a son importance, Taous. Oui, c'est à la base, mon éditeur m'avait proposé de faire une couverture très classique de chez Flammarion, avec juste le titre et ma photo sur la couverture. De chez Flammarion, attendez, s'ils écoutent. Non, mais c'est vraiment... ça qui est génial chez Taous. Elle parle, il y a pas de... Et ils le savent. C'est déposé. Faire une couverture très classique de chez Flammarion, moi j'ai dit non. Mais c'est exactement comme ça que je leur ai dit. Mais franchement, non, vraiment énorme respect à l'équipe éditoriale de Flammarion, qui respecte justement toutes mes volontés et qui m'écoute quand je parle, et c'est merveilleux. Et justement qui vit très bien avec mon sans filtre. Et donc je leur ai dit que je voulais une couverture illustrée et que je voulais des flammes. Et donc j'ai envoyé quelques références à la graphiste qui nous a pondu cette couverture du premier coup. Avec un très beau zippo. Ouais. Voilà. Il manque juste un truc. Ça aurait été, là, pour le coup, l'image aurait collé à Taous. Vous allez me faire peur, Nadia, je sens. J'ai vraiment... Pourquoi ? Allez-y. Ah ouais, ça y est, je suis arrivée à ce stade de faire peur. C'est ça. Non, Taous est affublé de tatouages. Ah oui. Et dommage qu'on ne voit pas. Oh là là, au secours. J'y ai pensé, mais en vrai, sur Witch Please, que j'ai publié il y a quelques années, on voit mes tatouages, et c'est déjà une couverture avec des mains. Sur Grand Mystère des Règles aussi, il y a des mains. Je suis vraiment un problème avec les mains. Il y a un truc avec les mains. Et du coup, j'ai hésité.
voilà suis dit. Pourquoi est-ce qu'il a peur? Non. Alors on parlait de votre mère, et pour illustrer un petit peu la nature de votre colère et l'origine de votre colère, c'est la façon dont on a pu peut-être infantiliser votre mère le jour où elle est venue récupérer sa nationalité française. Elle est accueillie par une jeune, peut-être fonctionnaire d'ailleurs. Oui, d'une vingtaine d'années, qui était très gentille. Et d'ailleurs, elle a rien contre elle. Elle faisait son travail, mais c'est juste que c'est une situation absurde, quoi, de s'entendre dire bienvenue en France, madame, à 40 ans, alors qu'elle est née en France, qu'elle a travaillé, elle est travailleuse sociale. Elle a travaillé vraiment pour rendre la France meilleure toute sa vie. Et quand bien même, encore une fois, c'est ce que je dis, quand bien même elle l'aurait pas fait, elle aurait travaillé pour sa tronche. Elle est quand même citoyenne française, donc elle a le droit. Et qu'on lui dise voilà, bienvenue en France, madame, à 40 ans, bah voilà, elle a fondu en larmes. Mais c'est violent. Ouais, c'est très violent. Alors, dans ce livre, qui est peut-être votre livre le plus personnel, vous racontez... alors, il y a une double histoire. Il y a l'histoire de votre maladie, qui est un cancer. Alors, faut dire que vous avez écrit ce livre au moment de la pandémie. Ouais. C'est vraiment une histoire récente. Donc, et vous dites que vous aviez des douleurs qui sont passées à l'as à cause de la pandémie, parce qu'on a oublié que pendant cette pandémie, il y a plein d'examens médicaux qui n'ont pas eu lieu. Ouais. Et d'ailleurs, il y a des articles qui sont sortis sur les cancers colorectaux. Ça a eu des conséquences dramatiques parce qu'il y a plein de diagnostics qui n'ont pas pu être faits. Et donc, il y a eu une recrudescence des cas graves et de gens qui sont passés d'un stade où ça aurait pu être traité facilement à un stade où pas forcément, parce que les coloscopies ont été reportées comme ça. Différées, voilà, exactement. Enfin, différées. En plus, moi, c'était, on va vous rappeler, on m'a jamais rappelé. On vous a oublié, voilà, carrément. Complètement. Oui, carrément. Donc, heureusement que moi, voilà, ça n'a pas été dramatique, mais c'est vrai que ça rajoute à... Putain, sérieusement, quoi. On peut rien avoir facilement. Plus lointain que ça, en fait. On a négligé, finalement, l'expression. Ouais. Alors, pour le coup, là, moi, je fais un lien direct avec votre premier livre sur les règles. On a négligé vos mots, on a négligé vos ressentis, on vous a collé l'étiquette de la chieuse qui se plaint tout le temps, qui a toujours mal. Ah ouais, encore une fois de plus, elle s'allonge, une femme qui a elle mal fait au ventre, rien. quoi, super original. Voilà. Donc, une hystérique. Voilà. C'est ça. Donc, on ne vous a finalement jamais écouté dans ce que vous exprimez. Il a vraiment fallu que j'insiste longtemps et que j'en arrive à un point où voilà, j'avais j'étais à 5 grammes d'hémoglobine. Je suis passée à 4,5 le temps d'arriver à l'hôpital, où vraiment on m'a appelé en me disant en fait là vous allez aux urgences tout de suite, sinon vous allez mourir. Ah, quand même. Et il a fallu que là que je me fasse... prise en charge d'urgence. Voilà, c'est ça. Et c'est là qu'on a dit, bon, bah quand même, on va voir s'il n'y a pas un saignement à l'intérieur, donc on va quand même faire cette coloscopie. Ah bah, il a fallu vraiment que j'en arrive limite à... je risquais un accident, je sais plus ce qu'ils m'ont dit, cardiovasculaire, c'est ça. Et je risquais de mourir là, comme ça, de tomber du jour au lendemain, et pour qu'enfin on puisse faire cette coloscopie qui a donc mené à ce diagnostic de cancer du côlon. Après votre grossesse. Après ma grossesse, oui, parce qu'en plus, voilà, j'ai vécu une grossesse pendant que j'avais un cancer. Yes. J'ai tout fait. Ouais, mon année 2020, vraiment, j'ai décidé de... Comme on dit, maintenant c'est fait. Exactement, voilà, j'ai tout évacué un coup. Votre mère s'interroge finalement, et c'est peut-être une question que ceux qui nous écoutent se posent en même temps que votre mère, si vous n'êtes pas à l'origine de cette maladie, et si la colère que vous avez retournée contre vous aurait pu nourrir ce cancer. Oui, bah c'est effectivement la question que je me suis posée, parce que j'ai été élevée dans un environnement où on pose beaucoup la question du rapport entre l'esprit et le corps et l'influence de l'un sur l'autre. Et j'ai fait la blague à mon gastro-entérologue en disant, je me suis même, parce que je lui parlais de l'écriture de ce livre qui était en cours à ce moment-là, et je lui ai dit, je me suis même posé la question de savoir si c'était ça qui était à l'origine. Il m'a dit, en fait, c'est pas impossible qu'il y ait un lien. Alors, évidemment, ça veut pas dire que... Faut vous kiffez votre gastro-entérologue. Je l'adore. Vous êtes la première qui dit ça. Je peux signaler que vous avez un rapport particulier. Il doit être vraiment top, avec votre gastro-entérologue. Non, mais on a vraiment passé, la dernière fois que je l'ai vu, on a passé 40 minutes à parler justement de misogynie et de sexisme et de comment les hommes sont tous nuls. Et il était là, oui, c'est vrai, les hommes, c'est vraiment de la merde. Ah, d'accord, c'est bien. Entre deux touchés recto, vous disiez. Voilà, exactement. C'est quand même assez insolite. Nadia, voyez, Nadia. Oui, on est dans AVS, donc... Mais oui, voilà, il est assez exceptionnel comme soignant, et il a fait preuve surtout d'énormément d'empathie et d'humanité, parce que c'était pas facile. Lui-même, j'ai senti que ça lui faisait mal de m'annoncer ça, et qu'il se sentait coupable aussi d'ailleurs de pas avoir agi plus tôt et de me l'annoncer si tard, parce qu'il s'y attendait tellement pas. Donc bref, on a eu cette conversation sur le lien entre la colère et la création de ma tumeur. Et il y a des études qui sont en cours dans certains pays sur le lien entre ces émotions-là, et notamment la colère réprimée, et les cancers colorectaux. Et il y a quelques pistes qui indiquent qu'il pourrait
y avoir un lien. Évidemment, c'est couplé à plusieurs autres données qu'on ne connaît pas pour l'instant. C'est pas le seul facteur. C'est pas parce qu'on est en colère et qu'on réprime sa colère qu'on va forcément se créer une tumeur. Faut pas non plus devenir parano là-dessus. Et encore une fois, faut pas tomber dans la pseudo-science et le charlatanisme de oh là là, c'est parce que je suis en colère que je me suis créé mon cancer. Tout est ma faute à moi toute seule. Parce que ça, c'est aussi dangereux et je veux pas moi culpabiliser. On le disait, on l'a longtemps dit sur les ulcères. Vous savez, oui, voilà, c'est ça. Qu'on crée mais maintenant, quand on voit que la communication qu'il y a entre le ventre, la tête... Bien sûr, non, mais c'est pas... Voilà. Donc, c'est pas impossible qu'il y ait un lien, c'est juste que c'est pas le seul facteur et il faut pas tout de suite changer d'avis en disant « Ah, c'est forcément que ça !» Mais moi, c'est vrai que ça me plaisait comme image, par rapport à la façon dont je me vois. Que votre rage est alimentée, votre cancer. Ça. Moi, ça me semblait cohérent chez moi. Mais quand en langage des oiseaux, tu meurs, c'est terrible. Non, enfin bref. Vous reviendrez pour une autre émission sur le langage des oiseaux. Bon, c'est son dada. À quelle distance et à quel degré il faut lire votre livre ? Pour nous les hommes. Ah, pour vous les hommes. Parce qu'on n'a pas la même lecture. Non, bien sûr. Pour eux, les hommes cis hétéros. Voilà, c'est ça. Il faut le lire déjà quand on est de bonne humeur, quand on se sent pas susceptible. Ah, tu vois, vous voyez Nadia. Donc quand on a un niveau d'hormones qui est quand même assez au bon moment du mois. La testo est stabilisée. C'est ça, donc surveillez vos cycles, messieurs. Et non, mais en vrai, voilà, il faut y aller en se disant, je vais me sentir insultée, je vais me sentir visée, et se poser la question de pourquoi. À quel moment je me sens visée, pourquoi je me sens visée, pourquoi je le prends forcément en opposition. Et il y a des vraies raisons, en fait. Et je n'attaque pas les hommes pour attaquer les hommes par plaisir, en disant tous les hommes sont pourris, je le dis, je l'explique. Et c'est ce que je dis, si vraiment les gens ne comprennent pas, c'est qu'ils ne veulent pas comprendre. Et vous faites bien de dire tous les hommes, parce que je pourrais vous dire, oui, mais voilà, tous les hommes ne sont pas comme ça. Oui, bien sûr. C'est pour ça que j'ai mis cette jolie métaphore sur le saladier de cerises. Expliquez. Alors, oui, donnez-la, parce qu'elle est excellente, celle-ci. Parce que j'en avais marre de sans arrêt me lancer dans des débats pour expliquer le fameux not all men, donc pas tous les hommes. Voilà, c'est juste, quand on est une femme, on nous sert un saladier de cerises en disant, il y en a 3 qui sont empoisonnés. Est-ce que vous mangez les cerises si je vous donne ce saladier ? Parce que vous ne savez pas sur laquelle vous allez tomber, vous ne savez pas laquelle est empoisonnée. Et ben pour nous, c'est pareil. On ne sait pas quel homme va nous tuer, on ne sait pas quel homme va nous violer, quel homme va nous détruire psychologiquement. Et donc, dans le doute, on se méfie de toutes les cerises. Après, vous dites quelque chose de très intéressant et je pense que les lecteurs doivent comprendre votre livre et votre message comme ça, c'est que vous parlez des hommes en tant que groupe social. C'est ça, voilà. Ouais. C'est vraiment en tant qu'entité, en tant que groupe social, donc c'est la société patriarcale, c'est le système patriarcal. C'est pas chaque homme individuellement que je viens prendre par le col en disant toi t'es pourri, toi aussi, toi ton frère et ton oncle aussi. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire, c'est juste qu'il y a un problème dans le système et que c'est important pour tout le monde et pour le bien de tout le monde de le remettre en question et de se demander s'il n'y a pas un truc qui cloche dans notre comportement, qu'on soit homme, femme, non-binaire, hétéro, homosexuel, peu importe, parce qu'en fait, on a tous grandi dans cette société. Donc, on a tous des biais qui nous rendent problématiques. Et l'important, c'est de les questionner. Et en fait, quand on est un homme cis, hétéro, blanc, on est forcément le moins visé par ces injustices qui sont constantes, parce qu'on n'est pas dans une classe minorée. Et donc, on se sent facilement attaqué parce qu'on n'a pas l'habitude. En fait, nous, on a des micro-agressions qui nous viennent tout le temps dans la tronche. Et voilà, on cumule. C'est-à-dire que moi, je suis une femme d'origine maghrébine, mais ça ne se voit pas. Nadia, c'est autre chose, qui se promène voilée dans la rue. C'est différent. Elle a d'autres micro-agressions que moi, je n'ai pas. Et en fait, c'est juste prendre conscience. Avec un foulard. Un foulard, pardon. Oui, voilà. J'ai même pas le vocabulaire. C'est dire à quel point. Avec un fichu, comme avait dit. Moi, j'ai jamais dit ça. Voilà. Non, ça, j'aurais pas dit. Mais voilà, tu vois, ma grand-mère était pas voilée, donc rien que ça, j'ai aucun vocabulaire là-dessus, je me plante tout le temps. Et ce n'est pas un problème. Mais non, bien sûr que non, bien sûr. Mais elle aurait pu porter le hayek ou... Sûrement. Voilà. Je sais même pas ce que c'est. Voilà, donc, mais voilà. C'est pas le sujet. Alors, on a vu pour comment vous utilisez le mot homme, et alors le mot femme, donc il désigne quoi dans votre livre ? Ah oui, bah alors ouais, c'est plus compliqué. Non mais c'est vrai. Mais c'est pour ça que j'ai mis une note au début sur le vocabulaire. Voilà, j'ai mis une note sur le vocabulaire employé. J'ai employé le mot femme par facilité de vocabulaire. Mais si on veut rentrer dans les choses précises, c'est les personnes sexisées. C'est-à-dire que les personnes qui ont subi le sexisme et la misogynie dans leur vie. Sauf que ça fait trop long et que sur un livre, effectivement, c'est compliqué. On perd vite le lectorat si on essaye de se rendre plus inclusif. Donc on est obligé de faire certains sacrifices. Et donc j'ai mis cette note sur le vocabulaire en début de livre pour expliquer ce que je voulais dire par femme. C'est pas forcément des personnes qui s'identifient en tant que femmes, mais qui ont vécu des expériences de sexisme et de misogynie. Elle ne parle pas que des personnes à vulve, en fait. Voilà.
C'est-à-dire que c'est une femme trans peut très bien s'identifier et elle va s'identifier à partir du moment où elle rentre dans une catégorie de genre aux problématiques que Taous dénonce. Et à l'inverse, pardon, juste je termine là-dessus, un homme trans n'est plus dans ces problématiques-là, mais les a vécues en grandissant. Exactement. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que la poussette a changé chez vous? Qu'est-ce que la poussette a changé sur le regard qu'on a porté sur vous? Est-ce que c'est un bouclier? Eh ben, j'ai cru que c'était un bouclier. Et la donc, poussette, c'est voilà. la poussette pour les bébés. Voilà, hein. c'est ça. La C'est à poussette partir de du votre moment fille, où je me suis promenée en poussette avec ma fille, je me suis rendu compte qu'il y avait une bonne partie des hommes qui me regardaient avant, qui ne me voyaient plus. Mère d'œuf. Voilà, exactement. Et à côté de ça, ça n'éloigne pas les plus intrusifs et les plus problématiques qui vont du coup utiliser ma fille comme levier pour m'aborder moi. Ce qui est encore plus chiant. Pour terminer cette émission, vous racontez une histoire qui s'est passée au parc. Ouais. Ouais, quelle horreur. Ouais, je suis Bon, tombée, alors, non, on va pas la raconter en entrée. Non, c'est dans le livre, mais effectivement, et sur ce qu'elle a suscité, et vous relevez l'indifférence des gens. En fait. Ouais. L'indifférence cette histoire est très représentative. Non mais en fait voilà, c'est ça qui me fait rire à chaque fois sur les réseaux sociaux quand des femmes racontent des choses et qu'il y a toujours plein de mecs pour leur dire il fallait faire quelque chose et moi si j'avais été là j'aurais fait quelque chose. Et en fait moi j'ai été plein de fois témoin de il y a quelque chose, personne ne fait rien, ce sont les femmes qui se lèvent, ce sont les personnes vieilles et âgées qui se lèvent et c'est pas du tout les mecs qui se prennent pour des super-héros sur les réseaux sociaux qui d'un coup disent allez, bah non, ils ont peur de se prendre une patate mais parce que ils sont pas exposés à ça tout le temps et qu'ils se sont jamais pris une patate dans leur gueule. Et l'histoire dans le métro est tout autant caractéristique où là vous dites bien qu'au moment où il y a une la confrontation, vous mettez en place un frotteur ou un masturbeur, on voit qu'on peut l'appeler là. Ça. Et tous les hommes, toutes les femmes qui étaient prêtes et les hommes sur le qui-vive. Voilà. Sororité. Mais parce qu'on est obligé d'être aux aguets tout le temps en fait. Et les hommes ont le privilège de pouvoir exister sans se poser la question de est-ce qu'ils sont en danger, quoi qu'ils fassent. Elle était vénère. Patin. Vénère, c'est le titre de votre. Alors, à quel genre votre livre appartient-il, Taous? Oh, essai. C'est un essai. Ouais, c'est un essai. Essai biographique. Je dirais qu'il est à mi-chemin entre les deux. Enfin, pas à mi-chemin, il y a une partie. C'est un essai autobiographique. Exactement, voilà, tout à fait. C'est ça. Voilà, être une femme en colère dans un monde d'hommes. Merci d'avoir exprimé votre colère ce matin. Merci sur pour l'invitation. On réécoutera l'émission en podcast sur beurrefm.net et puis vous verrez l'émission de cette colère sur notre chaîne YouTube. Nadia, à mardi. À mardi. Très belle journée santé sur Beurre FM.